Donc, dans un second temps, nous irons au Liban, après la France, nous irons au Liban, je vous l'annonçais, avec Madame Férouz Abou Khalil, qui nous parlera de la médiation éducative. Férouz est enseignante dans les classes primaires et coordinatrice du projet de médiation éducative à l'école Saint-Joseph Byblos au Liban. Et je vous lirai, quand ce sera son tour, la petite lettre qu'elle a prévue pour vous. Donc je vous demande quand même de l'applaudir parce qu'elle va au moins voir cette vidéo. Merci pour elle. Dans un troisième temps, nous irons, après le Liban, au Royaume-Uni avec Monsieur Dave Walker qui nous parlera de la médiation par les pairs en Angleterre. Dave est médiateur, formateur et directeur de Calm Mediation. Alors, pour les anglophones et les francophones, vous avez la possibilité de suivre de manière traduite l'intervention de Dave, également toutes les autres interventions pour ceux qui ne parlent pas français. Donc n'hésitez pas à mettre vos casques. Et le français, je crois que c'est la touche 1. Dans un quatrième temps, nous irons en Belgique avec Madame Joëlle Timmermans qui nous parlera de la médiation restaurative. Joëlle est médiatrice agréée, professeure, on dit professeure en médiation et directrice de l'association Le Souffle. Dans un cinquième temps, nous reviendrons en France avec Monsieur Cédric Gégou qui nous parlera de la médiation sociale. Cédric est directeur Oméga à France Médiation. Et pour finir, nous aborderons un point de vue diachronique et synchronique avec Monsieur Jean-Pierre Bonafé-Schmitt qui nous parlera de la médiation citoyenne avec l'école. Jean-Pierre est chercheur, médiateur et fondateur des boutiques du droit et de l'association Amélie. Alors, avant de donner la parole à notre grand témoin, j'aimerais commencer par une mise en perspective. Les médiateurs qui sont dans cette salle, les médiateurs et les médiatrices, vous m'excuserez si je dis plus souvent médiateur que médiatrice, mais vous comprenez bien ce que je veux dire. Je précise mon cadre de référence. Donc les médiateurs et les médiatrices qui sont dans cette salle savent que la médiation a prise avec la crise, le conflit et la violence. D'autres termes, on pourrait dire que la médiation a prise avec le chaos. Parler de médiation en milieu scolaire, c'est donc se demander quelle est cette médiation qui est en prise avec le chaos scolaire et quelle est donc d'abord, c'est la première des questions, quel est ce chaos scolaire, si tant est qu'il y en ait un. Donc je vais d'abord commencer par un rapide état des lieux qui nous permettra de prendre la mesure des choses. Comment se manifeste ce chaos ? On pourrait le dire de mille et une façons. J'ai choisi deux axes. Le premier, c'est ce que j'appellerais les dysfonctionnements d'ordre organisationnel. Et le second axe, pour décrire ce chaos dans l'école, ce serait la violence interpersonnelle. Les deux pouvant être liés. Alors pour ce qui est de la désorganisation ou des dysfonctionnements structurels, je crois que tous ceux qui ont assisté à la dernière rentrée sont suffisamment au courant, je parle de la rentrée scolaire en septembre, sont suffisamment au courant directement ou par les médias du fait que l'éducation se trouve aux prises avec, je cite, et ça n'est pas exhaustif, une pénurie de main-d'œuvre et de moyens, une dégradation des conditions de travail, une compétition entre les familles, qui pour obtenir le bon collège, qui pour obtenir le bon lycée. Et quand ça n'est pas suffisant, on passe au niveau supérieur et on arrive à un parcours du combattant pour inscrire son enfant dans l'enseignement supérieur. Une baisse aussi du niveau des élèves. La France est 36e par rapport au pays de l'OCDE dans son classement.
une reconnaissance en berne des enseignants. Et last but not least, petit mot pour Dave, eh bien, le recrutement des contractuels non formés, non diplômés à la dernière rentrée, après 30 minutes d'entretien et au mieux 4 jours de formation. Au point que ma fille de 12 ans m'a dit, en parlant de son professeur d'anglais, j'espère que cette séance restera confidentielle, on l'a trouvé dans la rue. Bref, plus que jamais, l'école de Jules Ferry confirme les analyses que Pierre Bourdieu pouvait avoir eues dans les années 60 et les années 70, je parle du sociologue, d'une école en peine à incarner les devises de la République française, liberté, égalité et fraternité. Ça, c'était pour le point sur la désorganisation et les dysfonctionnements organisationnels. Pour ce qui est des violences au niveau interpersonnel, elles se jouent à tous les niveaux, que ce soit entre élèves, que ce soit entre enseignants et élèves, ou que ce soit entre familles et enseignants. Alors, comme les médiateurs aiment bien toujours revenir aux faits, c'est le premier temps dans un processus, je vais en rappeler quelques-uns, mais pas trop, je ne voudrais pas plomber l'atmosphère. Selon une étude de l'UNICEF datant de 2018, donc j'imagine que ça a augmenté, les violences à l'école touchent près de 700 000 élèves. Et un enfant sur 10 serait victime de harcèlement. Et ces violences seraient le plus souvent le fait d'élèves entre eux. Parfois, ce sont les enseignants qui sont mis en cause. Et pas plus tard qu'en juillet dernier, une professeure des écoles a été poursuivie et jugée pour des faits de harcèlement et de violence morale. Mais le plus souvent, les enseignants sont les premières victimes de cette violence. Il y a 2 semaines, c'était le 21 septembre dernier, à Paris, dans le 3e arrondissement, une enseignante a été menacée de mort par le frère d'une élève qui refusait, une élève de première, qui refusait de retirer son voile lors d'une sortie scolaire. 1 an plus tôt, en octobre 2021, à Rennes, c'est une mère d'élève qui a menacé une enseignante. Pire encore, les menaces peuvent être mises à exécution. J'imagine que vous avez tous en tête l'assassinat puis la décapitation de Samuel Paty le 16 octobre 2020. Samuel Paty, qui était professeur d'histoire au Collège du Bois d'Aulne, dans une banlieue tranquille de l'Académie de Versailles, pour avoir montré des caricatures de Mahomet. Bref, l'école de la République est en grande souffrance. Alors, que faire? Je me tourne vers le président de la République, qui est, on pourrait dire, le saint patron de ce congrès, et qui a envoyé une lettre le 16 septembre dernier à tous les enseignants, je le cite, pour appeler à transformer l'école en profondeur et revoir toute son organisation. La question se pose donc de savoir si la médiation peut réellement participer de cette transformation de l'école en profondeur que M. Macron appelle de ses voeux, et si oui, comment peut-elle faire? Alors, pour répondre à cette question, peut-être à d'autres encore, nous allons voir avec notre grand témoin, Madame Catherine Becchetti-Bizot, ce qui est possible de faire pour transformer l'école en profondeur. Madame Becchetti-Bizot, qui est médiatrice au niveau de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Merci. D'abord, je voulais vous remercier, vous-même et les organisateurs, de m'avoir invité, de me donner cette occasion de faire connaître la médiation de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, mais peut-être quand même pas de répondre aux très difficiles questions que vous m'avez posées. Je ne prétendrai pas que la médiation a les recettes et les solutions à des problématiques qui durent depuis vraiment des années et qui sont en fait des problématiques de société, et pas simplement des problématiques de l'école, je souhaiterais le rappeler. Je souhaiterais aussi rendre hommage à tous les enseignants qui font face
à ce que nous venons d'évoquer. Vous avez dit que les violences interpersonnelles étaient renvoyées à des violences organisationnelles. Eh bien, le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur essaie d'assurer le lien, justement, de voir comment peut se transformer la relation au sein des établissements scolaires et au sein de la communauté éducative en essayant d'améliorer et de transformer l'organisation globale du système éducatif. Les choses ne sont pas entre ses mains. Il n'est, j'allais dire, que médiateur, mais il favorise et il met en place les conditions qui vont faire qu'un dialogue va pouvoir s'instaurer entre les deux, un dialogue serein, c'est-à-dire une fluidité dans la communication et la compréhension mutuelle. Voilà, c'était juste une petite introduction. J'espère que j'ai quand même droit à mes 10 minutes puisque j'ai rebondi sur la question globale que vous avez posée et je vous en remercie. Donc je suis très heureuse d'être parmi vous aussi pour partager nos pratiques parce que vous l'avez vu, nous avons ici, autour de cette table, mais aussi dans la salle, une représentation très diversifiée de la médiation. Et mon hypothèse, c'est que nous sommes complémentaires, qu'il y a de la place pour tous et que chacun, avec nos entrées et nos regards, nous pouvons créer un réseau de solidarité des médiateurs pour justement faire levier et transformer ce monde qui est caractérisé malheureusement en partie par la violence et les conflits. Donc la médiation, tout d'abord, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, je tiens à le rappeler. Alors il faut que je manipule cette petite chose-là. Est une médiation d'abord institutionnelle. Une médiation institutionnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a été créée à l'initiative de l'institution pour faciliter un dialogue, comme je viens de le dire, entre l'administration et les administrés, qui peuvent être des usagers et des personnels, pour les faire reconnaître et prendre en considération comme des sujets de droit et d'égale dignité. Je tiens à souligner cet aspect de notre mission. Remettre à l'horizontale, en quelque sorte, une relation par construction asymétrique, puisqu'on a d'un côté une institution anonyme et de l'autre côté un individu, ce que nous appelons un réclamant. Cette médiation institutionnelle, elle a été créée il y a 24 ans, en 1998, justement pour mettre en place un mode amiable de règlement des litiges au sein du système éducatif. Et ces missions sont inscrites dans la loi, dans le Code de l'éducation depuis 2007. Donc dans la droite ligne de l'ombudsman suédois, que vous connaissez tous, et du médiateur de la République devenu défenseur des droits aujourd'hui. L'institution s'est dotée donc d'un outil d'observation critique en son sein, qui tente chaque jour de contribuer à la pacification du système éducatif et surtout, et encore plus aujourd'hui, à son humanisation. On a beaucoup parlé hier de la dématérialisation des procédures et des services publics. On est au cœur du sujet. Les observations aussi et les recommandations du médiateur sont rendues publiques. Elles donnent lieu à une conférence de presse. Elles sont remises chaque année aux 2 ministres de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et font levier pour une amélioration donc du fonctionnement du système éducatif. Rapidement sur l'organisation, le médiateur, la médiatrice aujourd'hui de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, s'appuie sur un réseau de 70 médiateurs qui peut augmenter, qui peut diminuer selon les besoins, mais enfin là on est plutôt en augmentation du nombre de saisines. Donc 70 médiateurs, je le précise, qui sont des bénévoles et des retraités de l'éducation nationale. C'est ce qui garantit leur indépendance. Ils ne sont plus dans des enjeux de carrière, ils n'ont rien à gagner, ils ont tout à donner de leur expérience et de leur expertise du système éducatif qui leur permet de frapper aux bonnes portes, de réagir rapidement, d'être diligents et de trouver des solutions plus rapides, moins coûteuses qu'un long contentieux, comme on l'a évoqué hier dans plusieurs tables rondes. Donc, ce sont des médiateurs formés à la médiation dans un cadre de haut niveau de l'éducation nationale, diligents, compétents, comme je viens de le dire. Ils ont fait la preuve pendant leur carrière
précédentes d'une capacité à entrer en dialogue, à gérer des crises, par exemple quand il s'agit d'établissements, d'anciens chefs d'établissements, de gros établissements en zones sensibles qui ont été habitués à la négociation avec les familles, avec les acteurs, avec les parents, avec l'administration, avec les collectivités, des gens qui ont déjà ça dans leur ADN et dans leur expérience et qui ont cette compétence-là de médiation, mais qui sont quand même formés à la médiation quand ils arrivent malgré leur âge et malgré leur expérience. Ils ne sont donc pas sous l'autorité des services académiques. C'est pour ça que nous avons fait le choix, depuis le premier médiateur en 1998, de choisir des retraités. Ils ne sont pas sous l'autorité et sous la hiérarchie académique. Ils interviennent dans les établissements scolaires de plus en plus souvent, comme auprès de l'administration, administration académique ou administration centrale des ministères. Ils jouissent donc d'une autorité morale qui est reconnue et qui leur permet d'organiser à leur manière et comme ils l'entendent, sans recevoir d'injonction ni d'instruction, leur médiation. C'est très important parce qu'on a beaucoup évoqué depuis le début la question de l'indépendance et de l'impartialité, et je tiens à le souligner, à rendre hommage à ce travail des médiateurs qui le font de manière totalement désintéressée. Donc, pour finir sur cette diapo, la démarche se fonde sur des valeurs et des principes qui nous sont communs à tous, à toutes les médiations, en tout cas je le crois, l'indépendance, la neutralité, l'impartialité, les principes d'équité, de transparence, de gratuité pour le réclamant, qui n'est pas un client, de confidentialité des échanges, bien sûr, et d'efficacité liée à la diligence de leur action, réputée plus rapide qu'une action contentieuse. Voilà. Dans sa pratique, maintenant, et dans sa démarche, la médiation est, à mes yeux, consubstantielle de l'acte éducatif, sous trois aspects, au moins 3 aspects. Le premier aspect, c'est sa dimension pédagogique. Le premier travail du médiateur, c'est d'expliquer, de traduire, de reformuler, de faire reformuler, pour rendre compréhensible et accessible le point de vue de l'autre. Alors, on fait reformuler, on ne reformule pas, mais quand la personne est en difficulté de langage, en particulier le langage administratif est très difficile à comprendre et à manipuler, donc il aide la personne à formuler ce qu'elle attend, ce qu'elle demande, ce qu'elle ressent, et à expliquer. Et le médiateur sollicite aussi du côté de l'administration une explication des motivations des décisions qui sont prises. Donc, rendre accessible le service public aux personnes, c'est un enjeu d'accès aux droits, tout simplement. Et c'est ce qui nous relie d'ailleurs aux défenseurs des droits, dont nous sommes le représentant, le correspondant au sein du ministère. Pour cela, donc, le médiateur, comme je l'ai dit, crée les conditions d'une communication fluide et équilibrée entre les deux. C'est une médiation asymétrique par définition. Le médiateur essaie de rétablir une symétrie, une égalité entre une institution et un individu particulier. Le deuxième aspect, c'est la dimension éducative et formative, en quelque sorte, de la médiation. Nous partons de l'hypothèse que chaque individu est capable, a la capacité à progresser, à s'améliorer. Et deuxièmement, que le bien-être de l'individu, son épanouissement, conditionne sa réussite scolaire ou professionnelle. Ces deux hypothèses-là sont très importantes pour asseoir la pratique de la médiation. Le conflit est une opportunité de transformation et de progrès, en quelque sorte. Donc chaque partie prenante apprend, progresse et ressort transformée d'une expérience de médiation. Je ne rentre pas dans le détail puisque vous connaissez tous cela très bien. Apprendre à gérer ses affects, mettre des mots justes sur ses émotions, écouter, respecter autrui dans sa différence, se faire comprendre d'autrui, éprouver de l'empathie pour autrui aussi, et puis surtout être actif dans la recherche de solutions. Ça, c'est vraiment l'action du médiateur la plus importante, c'est de rendre la victime, entre guillemets, active dans la recherche de solutions, qu'elle ne subisse pas sa situation, mais qu'elle la reprenne en main. Pour cela, il faut susciter de la créativité, peut-être essayer de développer chez la personne les compétences d'autonomie et de responsabilité qui s'acquièrent progressivement.
Bref, troisième aspect, un apprentissage de la démocratie, de la citoyenneté et du vivre ensemble. Il s'agit vraiment d'apprendre et de comprendre aussi les règles de la vie démocratique et d'acquérir le sens de la loi et du droit. Donc de développer enfin des valeurs humanistes, comme je viens de le dire, comme la tolérance et le respect d'autrui. Je passe à la troisième. Il n'y en a que 4, donc je vais bientôt finir. Et donc, selon moi, enfin, je suis convaincue, il existe un continuum entre cette médiation institutionnelle qui peut apparaître parce qu'elle est globale et institutionnelle comme hors sol et très haut perché. En réalité, il y a un continuum entre cette médiation institutionnelle et la médiation scolaire dont nous parlons principalement ici. En particulier, et là, pour rentrer un peu dans le détail, nous traitons un nombre croissant de saisines qui concernent les incidents de vie scolaire que vous avez évoqués, qui sont vraiment au cœur de l'actualité. L'année dernière, près de 4200 saisines dans ce domaine, qui couvrent à la fois les conflits parents-établissements, les problèmes de comportement et de sanctions disciplinaires, le harcèlement, la prévention de la violence, les discriminations, les maltraitances, tout ce que vous avez dit. Les problèmes aussi, je tiens à le souligner parce que c'était une grosse partie de notre travail lié à la scolarisation des élèves en situation de handicap. Des contestations sur les évaluations, la note, les examens, l'absence des professeurs, des conflits d'autorité, etc. Je passe très vite puisque vous allez en parler, mais en tout cas, les médiateurs académiques, dont je vous ai parlé tout à l'heure, interviennent sur ces sujets-là, et sur les 18 000 saisines que nous traitons par année, il y en a plus de 4 000, voire 4 500 qui concernent ces sujets, donc, et qui sont en augmentation. Voilà, donc nous avons des leviers d'intervention sur ces sujets-là. D'abord, la connaissance du réseau, comme je vous l'ai dit, du réseau éducation nationale, qui fait que les médiateurs sont déjà formés et armés pour gérer et faire dialoguer les acteurs en toute légitimité. Ils sont écoutés, ils sont respectés. Ils agissent aussi, ils s'appuient sur un réseau de partenaires. Ces partenaires peuvent être des acteurs du système éducatif, comme les référents harcèlement, par exemple, les référents laïcité. Le système éducatif s'est doté ces dernières années de plusieurs réseaux de référents, qu'on appelle d'ailleurs le carré régalien, on pourrait en discuter par ailleurs, mais aussi des réseaux associatifs. Par exemple, pour le programme phare, le programme de lutte contre le harcèlement en milieu scolaire, nous sommes beaucoup appuyés sur des personnes ressources comme Corinne Nonin, par exemple, que vous connaissez tous, de la Roéven, ou d'autres acteurs associatifs qui pratiquent la médiation et qui ont constitué des ressources de formation pour l'ensemble du réseau. Donc une démarche globale qui favorise la diffusion des ressources et de la culture de la médiation à tous les niveaux du système éducatif. Pardon. Dernière diapo. Les leviers. La médiation, levier d'une transformation systémique, vous m'avez demandé. Notre médiation, enfin la médiation en général pour moi. Au-delà de la réponse aux saisines que nous recevons, vous l'avez compris, qui nous sont adressées, le médiateur encourage et fait des recommandations. Et en particulier, il recommande dans tous ses rapports le développement de compétences psychosociales. Ça, c'est un leitmotiv des rapports. Et cette année, comme nous allons mettre le focus dans le prochain rapport sur les questions justement de vie scolaire et d'incidents de vie scolaire, je pense qu'on va particulièrement développer cet aspect. Ça tombe très bien, c'était l'occasion de cette rencontre. Donc des compétences psychosociales, des compétences civiques et critiques à l'école. Dans les programmes d'enseignement, je ne m'attarde pas, il faut que dès les petites classes, dès la maternelle, ces compétences-là soient développées, qu'elles soient inscrites dans les programmes. D'ailleurs, il y en a pas mal déjà inscrites, mais il faut savoir les mettre en œuvre. Dans les méthodes d'enseignement, c'est-à-dire dans la relation qui s'instaure dès la première classe entre le maître et ses élèves, comme on dit. C'est là le premier lieu de la pratique de la médiation. Si un professeur, dans la relation avec ses élèves, n'est pas lui-même dans ce respect de la parole de l'enfant, dans cette écoute mutuelle, s'il ne met pas en œuvre dans sa classe, on est mal parti. Voilà. Donc, dans les méthodes d'enseignement et dans l'organisation de la vie scolaire, on l'a évoqué, donc je n'y reviens pas, mais c'est là le rôle clé des chefs d'établissement et des CPE.
Et puis nous-mêmes, nous organisons spontanément, à notre initiative, des formations à l'école des cadres, non pas pour les médiateurs, mais pour les chefs d'établissement et les nouveaux inspecteurs quand ils arrivent en formation. Je voulais juste mettre un accent à la fin de mon exposé sur la maîtrise du langage, qui est, vous savez, une compétence du socle de culture et de connaissance des élèves. La maîtrise du langage, c'est le vecteur essentiel pour nous de la pacification et de la médiation. Je citerai, pour l'illustrer, Jacqueline Morino, que j'estime beaucoup. La souffrance non exprimée se manifeste par la violence et crée le désordre, le fameux chaos dont vous parliez. D'où l'accent mis aussi sur la formulation, l'expression, la verbalisation. Et donc la maîtrise du langage chez les enfants. Le rapport du médiateur, je vous l'ai dit, et ça c'est le levier pour nous essentiel, fait l'objet d'un retour d'expérience, c'est-à-dire que toute l'administration centrale du ministère, une fois par an, doit revoir toutes les, en séance plénière, qu'on appelle comité de suivi, examiner toutes les recommandations du médiateur, rendre compte de leur mise en œuvre, de leur capacité de les appliquer ou des obstacles qui s'y opposent. Mais en tout cas, on a ce retour de l'administration et cette obligation de lire et de mettre en œuvre nos recommandations. Bref, en conclusion, une transformation qui part de situations individuelles qui ont l'air anecdotiques parce que chacun voit midi à sa porte, comme on dit, une transformation qui part de ces petites situations individuelles qui sont petites pour nous, mais qui en fait sont immenses pour les personnes qui les vivent, pour servir de levier à la transformation collective. Et inversement, qui s'appuie sur une démarche universelle, humaniste, pour transformer les individus. Voilà. Je vous remercie. Merci Catherine. Alors merci pour votre exposé qui montre tout l'intérêt d'instaurer une culture de médiation au sein de l'administration d'éducation nationale et de l'enseignement supérieur afin de répondre à la demande croissante d'un traitement humain par le dialogue. Avant de vous donner la parole à travers des questions que vous pourriez poser, j'aimerais savoir si, parmi nos intervenants, quelqu'un aimerait intervenir sur ce qui vient d'être dit. Oui, Cédric. Oui, juste pour dire, parce que moi, donc, représentant la France au niveau de cette rencontre, que tout ce qui est en train d'être mis en place, re-questionné au sein même de l'éducation nationale sur ces questions de nécessité de médiation, comme vous venez de le décrire, on le verra par la suite, en tout cas j'espère pouvoir le mettre en lumière, est parfaitement complémentaire avec des actions d'intervenants extérieurs à l'éducation nationale, parce qu'en fait on cherche bien à atteindre des objectifs communs, et je me réjouis justement de votre conclusion qui indique quand même qu'il y a des orientations fortes qui sont en train d'être prises et qui vont quelque part être complétées par les actions de médiation sociale en milieu scolaire. Alors, est-ce que certains d'entre vous aimeraient poser une question à notre grand témoin ou pas? Alors, n'hésitez pas à lever haut la main si vous souhaitez poser une question. Oui, je vois là. Alors, j'ai bien dit une question, c'est-à-dire, si vous aussi, pas nécessairement un commentaire. Et de manière la plus succincte possible, sachant qu'on aura d'autres questions pour les autres interventions. Très succincte. Quelle est la place des représentants du personnel dans cette médiation? Les représentants, pardon, excusez-moi, des parents. Ah, mais des personnels aussi. Vous ne pouvez pas me parler des organisations syndicales parce que, au fond, Alors, nous ne traitons que de saisines individuelles, vous l'avez compris. Cela étant, souvent derrière une saisine individuelle, il y a des, j'allais dire, revendications, c'est pas vraiment le terme, mais en tout cas des convergences avec l'expression de besoins collectifs. Et c'est d'ailleurs très intéressant de voir qu'à travers le petit bout de la lorgnette d'une réclamation individuelle, en fait, souvent on tire un fil qui soulève tout un pan, un champ entier de difficultés, de dysfonctionnements et qui peuvent être soulignés et mis en lumière par les associations de parents d'élèves, par les syndicats, voilà. Donc nous apprenons à travailler avec eux, nous tenons compte du contexte qu'elles nous ouvrent,
On est toujours, nous, très attentifs à ce que les syndicats et les associations disent. Ils font souvent des analyses qui convergent. On essaie aussi de compléter par notre vision du système éducatif en expliquant, en informant, parce que l'information fait partie de la pacification, ce travail d'explicitation et d'information dont j'ai parlé au début. Et alors, il s'est passé quelque chose depuis l'origine de la médiation de notre ministère, c'est qu'en 98-99, les syndicats étaient extrêmement prudents et voire méfiants à l'idée qu'il puisse y avoir un médiateur qui... Alors le médiateur, par définition, il n'y a pas d'intermédiaire, on le saisit en direct, on ne passe pas par la machine hiérarchique, on ne passe pas par les syndicats, on saisit le médiateur. Vous voulez me saisir, vous m'écrivez, je vous réponds. Voilà, c'est tout simple, partout, multicanal, comme disait Daniela Gazinski hier. Et donc, à l'origine, effectivement, méfiance des syndicats, on se regardait un peu en chien de faïence, etc. Aujourd'hui, c'est très intéressant de voir que quand le syndicat a essayé, par exemple, dans une difficulté d'un personnel à obtenir une réponse ou à faire modifier une décision de l'administration, premier recours, le syndicat accompagne, refus de l'administration de reconsidérer ou de rouvrir même le dossier. Eh bien, de plus en plus, les gens nous écrivent en disant « Mon syndicat m'a conseillé de tenter le médiateur ». Donc, ça veut dire que nous n'avons pas le même travail, nous ne faisons pas la même médiation, nous ne sommes pas les mêmes types de conseils, mais au bout du compte, tout cela contribue à de la médiation. Et moi, je considère que les organisations, qu'elles soient de parents d'élèves, les associations ou les organisations collectives ou syndicales, font d'une certaine manière aussi ont un rôle de médiateur, mais pas au même niveau et pas au même moment, vous voyez, et qu'il faut qu'on travaille ensemble aussi. Merci. On va prendre une deuxième question. J'ai vu plusieurs mains se lever. Alors, on ne va pas pouvoir répondre à toutes vos questions et prendre toutes vos questions. Même si vous levez très très fort le bras, parce que voilà, je vais essayer de respecter une forme de parité. Donc, il y avait un monsieur qui voulait intervenir. Oui. Il est où? Deux questions très brèves. Luc Bouillère, médiateur. Merci de vous manifester. Deux questions très brèves. Vous avez évoqué la formation des médiateurs académiques. Quelle est-elle? Et la deuxième question, c'est quel est le champ de responsabilité de ces médiateurs, en particulier sur le volet que vous avez évoqué de formation dès la maternelle à cette dimension de médiation? Alors, leur champ, je vous l'ai dit, ils ne sont plus en activité, ils ont été pour la plupart formateurs, éducateurs ou enseignants, donc ils ne font plus eux-mêmes de formation. En revanche, ils sont des leviers pour l'organisation de formation. C'est-à-dire dans leur académie, ils sont 1, 2, 3 par académie, donc il ne faut pas imaginer qu'ils vont faire de la formation dans les classes. Mais ils sont des vigies en quelque sorte de ce qui se passe dans le système éducatif, et en fonction des sujets qui émergent, ils participent ils contribuent à des actions de formation, mais chacun dans son champ et en fonction des opportunités. Donc ça, c'est important de le savoir. Ce sont tous des gens du métier de l'éducation, du métier de l'enseignement à l'origine, même s'ils sont devenus inspecteurs académiques, inspecteurs généraux, cadres, personnels d'encadrement, chefs d'établissement, pendant leur carrière. Mais ils ont cet ADN au départ. Donc ils ont ce souci de la formation, et nous, régulièrement, nous pensons, quand nous pouvons, quand nous avons un peu de temps, de respiration, nous avons l'initiative de formation, comme je l'ai dit, à l'IH2EF, l'école des cadres de l'éducation nationale, et c'est important de le faire aussi. Nous le faisons aussi maintenant depuis 2 ans en administration centrale. Nous formons l'administration, les volontaires évidemment, ceux qui le souhaitent, de l'administration à la médiation. Bref. Je referme la parenthèse. Eux-mêmes, comment sont-ils formés? Alors, tout médiateur académique, quand il arrive dans mon réseau, quand nous le recrutons, le médiateur académique a une formation, en partie avec des médiateurs, des formateurs du CNAM, et en partie entre pairs, c'est-à-dire que nous faisons des études de cas, nous faisons de l'analyse de pratique, nous leur donnons les outils, parce que nous avons beaucoup d'outils en médiation. Ça, c'est une petite formation initiale pour des gens qui sont déjà rompus, il faut quand même le dire, à l'exercice, et qui ont été choisis pour ça, parce qu'ils ont déjà cette formation et cette expérience. Mais quand même, nos outils, nos démarches, les postures, leur changement de posture, c'est très important. L'indépendance, les valeurs, les principes font l'objet d'un rappel et d'une formation initiale. Mais surtout, nous les formons en continu, puisque nous
nous sommes en séminaire tous les 3 mois à peu près, nous les réunissons, en mars et en février, en mars et en octobre pour tout dire, avec l'ensemble du réseau. Et là encore, on fait venir des formateurs, des conférenciers. Voilà, Monsieur Bonafé-Schmitt est venu une année, Monsieur Benatar, que vous avez entendu ce matin, est venu aussi. Vraiment, nous avons ce souci de la formation continue. Et la meilleure formation, c'est la formation par la pratique et entre pairs d'une même culture et d'un même univers. Donc voilà, pour répondre à votre question. Non, on va devoir arrêter malheureusement parce que... Désolée, on aura peut-être d'autres... Et malheureusement, on ne va pas pouvoir prendre d'autres questions par la suite et peut-être que vous aurez encore plus envie de poser d'autres questions par la suite. Donc merci Catherine. Je suis navrée pour les personnes que je frustre parce qu'on ne peut pas prendre leurs questions, mais vous serez prioritaire si vous avez des questions pour les autres intervenants. Parce qu'on vous a un petit peu repéré. Voilà, peut-être pas, on verra. Alors, à présent, on va aller du côté du Liban. Et de la médiation éducative avec le témoignage de Férouz Abou Khalil. Elle nous avait envoyé bien évidemment des vidéos et les conditions au Liban sur lesquelles je ne vais pas m'étendre parce que je pense que l'émotion va me saisir et je ne serai pas en capacité de poursuivre, font que ce n'était même pas possible d'envoyer les vidéos. Pour faire bref, les Libanais qui sont là-bas et je crois ceux qui sont aussi ici nous disent que c'est pire que la guerre, sachant qu'ils ont bien connu la guerre. Donc je vais lire le témoignage, c'est une petite lettre, de Férouz Abou Khalil. Bonjour à tous. Je suis Férouz Abou Khalil. Je n'ai malheureusement pas pu être présente avec vous aujourd'hui. Malgré tout, je souhaitais vous partager la transformation que la médiation éducative a opérée sur moi en tant qu'enseignante. En 2019, je me suis inscrite au DU de médiation éducative organisé par l'Université Sainte-Famille, USF, avec le Centre d'enseignement des modes amiables, CEMA. En 2 ans, j'ai suivi 360 heures de formation. Et je dois dire qu'il y a un avant et un après cette formation à la médiation éducative qui m'a transformée comme je ne l'aurais jamais imaginé. Avant, comme toute enseignante, je cherchais toujours à donner le meilleur de moi-même à mes élèves, à être à l'image de la bougie qui éclaire le chemin des autres. Mais est-ce que le meilleur pour moi est nécessairement le meilleur pour mes élèves? Chers spectateurs, chers auditeurs, j'aimerais à cet instant que vous reveniez à vos souvenirs d'enfance, lorsque vous étiez encore à l'école. Les premiers souvenirs qui vous viennent à l'esprit confirment-ils cette image de la bougie qui éclaire? Ou peut-être voyez-vous aussi une bougie qui brûle quand l'enseignant critique, interdit, ordonne, menace ou punit? Les réponses ne seront pas semblables, mais je sais qu'elles seront toutes valables. La médiation m'a appris cette règle d'or que personne n'a tort. Chacun a raison de son point de vue, même un enfant, même un élève. Avant, devant un élève turbulent, maladroit ou agressif, je croyais qu'en parvenant à garder mon calme et protéger le bon fonctionnement de ma classe, j'étais une bonne éducatrice qui contient un élève insupportable. Mais mon autosatisfaction était proportionnelle à mon incompréhension de ce qui se passait réellement pour l'élève perturbateur. À présent, je vois un enfant qui souffre et qui ne sait pas dire sa souffrance autrement que par un comportement turbulent, maladroit ou agressif. Je suis plus attentive aux non-dits et aux mal-dits, aux ressentis refoulés, aux besoins non satisfaits, aux bonnes intentions non exprimées.
À présent, je n'écoute plus seulement mes élèves à travers une grille d'évaluation de leur plus ou moins grande conformité à mes attentes. J'écoute ce qu'il y a de vivant en eux, y compris lorsque cet élan vital vient générer du chaos dans l'ordre de ma classe. Avant, je croyais que l'élève se définissait par son comportement. Un bon élève, c'est un élève qui a de bonnes notes. Un mauvais élève, c'est un élève qui a de mauvaises notes. Maintenant, je peux voir l'enfant qui a de mauvaises notes sans me dire que c'est un mauvais élève. Je le vois à travers un processus. Je sais qu'il peut changer et je sais que sa capacité à changer vers le meilleur de lui-même va fortement dépendre de ma manière de communiquer avec lui. Avant, j'étais focalisée sur l'objet enseigné, la matière, la discipline. Maintenant, je ne considère plus seulement les compétences scolaires. Je m'intéresse d'abord à l'élève comme une personne à part entière. J'ai pris conscience de l'impact que mon comportement, ma manière de m'adresser aux enfants, pouvait avoir sur leurs résultats, indépendamment de leur plus ou moins grande intelligence. J'ai appris à accepter de ne pas tout savoir pour m'ouvrir à leurs compétences et à leur vision des choses. Ainsi, en cas de problème ou de conflit, ce n'est plus moi ou les adultes responsables qui prenons seuls les décisions et imposons les solutions. C'est à travers l'écoute active et empathique de ce qui s'est passé pour chacun que mes décisions seront prises de manière plus juste et mieux acceptée. En me formant à la médiation éducative, je n'ai pas juste appris ce qu'était la médiation, comment faire de la médiation, ou encore comment l'enseigner aux élèves. J'ai transformé mon regard sur l'enseignement, sur moi-même et sur les élèves. En un mot, j'ai repensé mes priorités. Pour conclure, avec la médiation éducative, il me semble que j'ai gagné en efficacité parce que j'ai appris à regarder les élèves autrement, c'est-à-dire dans leur humanité, et j'ai appris à penser autrement, c'est-à-dire avec eux. Je vous remercie. Merci pour elle. Je pense qu'elle nous regardera avec beaucoup d'émotion et d'attention. Est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait réagir à cette lettre? Non, Cédric? C'est difficile, ça a été parfaitement lu avec l'émotion qu'il fallait. Donc voilà un immense respect pour ce qui est fait dans les conditions telles que tu nous as décrites. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. D'accord. Et est-ce que... Oui, alors, je vous avais remarqué tout à l'heure, donc il y a quelqu'un au premier rang. Je vais me rasseoir. Merci. Vous m'entendez? Oui. Merci pour la lecture de cette lettre qui était effectivement très intéressante avec l'élève, les élèves au cœur de la lettre. Et donc ma question pour Madame le médiateur, c'est que vous avez très bien décrit le dispositif au sein de l'éducation nationale, mais quid de la formation des élèves à la médiation, notamment pour lutter contre le harcèlement? Il y a des initiatives au Canada où justement les élèves sont désignés médiateurs, on les forme, et quand il y a un conflit dans la cour, etc., ils interviennent par eux-mêmes. Et donc ça pourrait être un bon dispositif. Je voulais savoir si c'était des idées qui étaient évoquées au ministère ou pas. Merci beaucoup. Oui, je vous remercie pour votre question. D'abord, en relation avec ce qu'on vient d'entendre, la lettre, qui est une magnifique lettre, mais qui montre bien ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que le premier médiateur, c'est l'enseignant.
Et c'est pour ça que c'est dans les classes que ça doit commencer. Parce que l'enseignant, le professeur, le maître, c'est d'abord quelqu'un qui, normalement, dans sa classe, doit organiser pas simplement un enseignement vertical de contenu de savoir, mais aussi une circulation de l'intelligence et des savoirs dans la classe, et donc qui doit faire en sorte que son élève, ses élèves, qui sont d'abord des enfants avant d'être des élèves, n'oublions pas, des enfants, parce que c'est un individu dans sa globalité et pas juste un individu caractérisé par sa scolarité. Donc le maître, dans sa classe, est le premier acteur de la médiation. De même qu'au niveau d'un établissement, le chef d'établissement est aussi le premier médiateur. Je le dis parce que ça a un lien direct. Quand on est professeur, on est médiateur. Quand on est chef d'établissement, on est médiateur. Mais tout ce qu'on a entendu dans cette lettre nous invite à nous interroger sur la réalité de la pratique de l'enseignement. Est-ce qu'aujourd'hui, on enseigne encore comme ça? Est-ce que depuis des décennies, on n'a pas instauré une forme scolaire et un modèle descendant qui est complètement à l'opposé de ce que la médiation promeut. Voilà. Donc, pour moi, alors pour ce qui est de la prévention surtout du harcèlement en milieu scolaire, eh bien évidemment, au cœur du programme que vous devez connaître, le programme phare qui s'inspire d'autres programmes comme la méthode Kiva, par exemple, finlandaise, ou qui s'est appuyée sur des méthodes comme la méthode de la préoccupation partagée. On est là qui s'appuie, mais qui en plus les met au cœur du dispositif du programme phare, avec de la formation et des ressources pédagogiques produites pour l'ensemble des enseignants qui souhaitent se former et qui ensuite forment leurs élèves. Donc on a bien sûr non seulement une volonté, une dynamique qui est en train d'être initiée, hein, je ne dis pas que ça existe depuis 20 ans, c'est nouveau, mais il faut quand même rendre hommage à cet énorme travail, cette énorme réflexion qui s'appuie sur, alors peut-être pas de la médiation par les pairs, parce que ce qui est très discuté, c'est de savoir si on peut confier à des élèves seuls le traitement du harcèlement entre pairs en milieu scolaire. C'est un poids énorme, il y a toutes sortes de relations sociales très complexes et psychologiques qui sont en jeu. Donc pour nous, et je crois aussi pour le ministère et pour le programme phare, qui n'est pas mon programme, mais qui est un programme que j'ai essayé d'accompagner à mon niveau, l'idée qu'il faut un encadrement et une formation d'adultes pour encadrer et accompagner une pratique de médiation entre élèves. Et que ça peut être une solution plutôt en prévention du harcèlement, comme celle de la formation des compétences psychosociales, etc., qu'une solution de remédiation ou de traitement du harcèlement qui ait fait appel à vraiment d'autres acteurs et d'autres approches que la médiation entre pairs. Alors, merci pour la question qui permet de faire la transition avec le prochain intervenant. En l'occurrence, on va aller en Angleterre avec Dave Walker. It's your turn. Et Dave va nous parler de son expérience comme médiateur et formateur au sein de l'association CAL Mediation et de la médiation par les pairs. Sorry, I don't speak French. I'm really embarrassed about it, but my colleagues and everybody at this conference has been so kind in terms of working with that. So, start my little timer, because I know Catherine's going to watch me. We worry about our children. We worry about the air pollution. We worry and educate them in terms of alcohol and cigarettes and drugs and the impact and consequences of those subjects. My view, we don't do enough about conflict that happens in the school life and everywhere else. When you go home this evening, either to your hotel room or your apartment, put the news on. I would say 60% at least of news reports are conflict. We don't let our children watch films from Hollywood because there's too much graphic violence. But we expose them every day to state-sponsored violence. And they watch. They watch our leaders end up in battles, wars, and say that they're not going to sit down and talk. Well, can I say, welcome to the future.
Our project has been working with one particular school for 16 years. In that time, we've trained 500 young people to be mediators. And it's not just that. We work with them closely. Every single week, we are in that school providing supervision and airtime to those mediators. They mediate basic disputes between pupils. They mediate harassment. They mediate hate crimes. They mediate issues around gender. They get quality training and quality supervision. These guys are 16 when they trained. We actually train in primary schools at the age of 7. What we've witnessed is they are desperate to learn how to be a mediator. I went into a primary school and trained a group of pupils at the age of 10 years of age. They operate for 1 year. At the end of that year, we say goodbye to that group and stand up in the school and say to the following year that has the opportunity to apply, who would like to be a mediator? The whole year group put their hands up. It is something that young people are desperate to do. You will hear in a little while some video footage. You will hear those students say, once a mediator, always a mediator. We have mediators that we've trained at 7 years of age that have ended up going to a secondary school where we are and then becoming a mediator from 16 upwards. We have student mediators that have left being a peer mediator that are now on our board of trustees. But we had a light bulb moment. We were working in the community. Our centre works with high conflict, neighbour disputes, and we'd also gone in and trained in a school. And we turned and said to some of the teenage mediators, we could have done with you last night out on one of the housing estates we were working on. We had a light bulb moment. We realised that these young mediators actually put in more mediation hours than some of our adult mediators. I would argue some of them are more skilled than our adult mediators because the amount of casework they get. Over 4,000 cases now they've done in Bacon's College. They run that project. We tell them, even when they're 7 years of age, this is your business, this is your organisation. What they do in primary schools is 2 mediators will be in the playgrounds wearing these little mediator badges, and 2 mediators will be waiting in the school in a room designated to take that case. The mediators in the playground spot the mediation, they bring the students through to the mediation room, they get mediated. I must tell you a very quick story. We wanted to advertise our peer mediation and we advertised it and we had head teachers, child psychologists, principals of colleges all come along. And I took 4 of my 10-year-old mediators along to role play. They showed them a role play of what a mediation looks like, and at the end of it, I invited them to ask questions. A child psychologist said, do you feel that situations within the home sometimes trigger into the situations you deal with? One of the 10-year-old mediators looked at the other 3 and said, can I answer this question? And they went, yes. He went, I don't know. All I know is they come in upset and angry and they go out happy. That's what it is to a 10-year-old mediator. It is important our children get the opportunity, 1, to train as mediators, but on top of that, they must have the opportunity in a school to go through mediation. In Bacon's College, it is now part and parcel of life. 16 years we've been in there. Jerome was talking earlier at the last plenary about a restorative city. That college is a restorative school in a way. It's all rock and roll, mediation, restorative justice, in my view. And I think that's what that school's achieved by doing that. Now, as I said, if you haven't got peer mediation, I would recommend you get involved. I've been doing this for 36 years on various projects. I'm a gangs mediator, so I also work on shooting, stabbings and homicides, and see the consequences of how conflict starts and then mushrooms out into the outside community. If you can get the opportunity to work in a school,
Do it. Go into your child's school, your grandchild's school. Find out why they've not got mediation. See if you can offer them mediation. But don't just go in there and give them training, give them a certificate, pat them on the head and walk away. That's not good enough. You've got to have a long-term relationship with that school. We are a community mediation centre and we provide peer mediation too. We have been there for 36, 37 years. We will be there for the next 37 and we'll be there as long as that school is there. The teachers say they cannot do without that group. Using them outside school, like I said, they're highly skilled, they're highly trained, they're supervised and they are superb. We've used them on cases outside that involves big antisocial behaviour on estates. We've used them when we got a case passed through for us where a dad felt his son had been radicalised at university, took his passport, took his laptop and stopped him from coming home. Myself and one of that team sat down and mediated it. That resulted in them crying and hugging each other and resolving it. Don't underestimate the power of what young people can do. They are like moths to flames. They are so attracted to this. I actually went in, trained in my school, where I went to school as a primary student, and there was a lad there from Pakistan. English wasn't his first language. And he said every time someone could have a rota system, like I said, it's run like a business. They've got to have 4 on call every single day. And if one of them's sick, then one of them will step up. This kid, this boy, stepped up every time. And he said to me, Dave, I may not be top at English, I may not be top at maths, but I'm the top mediator in this school. That's how proud he was. I'm going to play the video now, if I may. I'm going to click on, I hope I hit the right button. Is it? A mediator for life. You might not realize it until you get out, but that is it. From the moment that you started doing the application, I think that's how they're still processing recruiting mediators. Once you start in that process, at the beginning it feels a bit shallow. You feel like, oh no, I'm just being me. No, you've been a mediator. You wipe away of who you are. You put on that mediator face and garment on, and yeah, you are mediator for life. I stopped in 2009 and we're 2016, and I can still take a case and deal with it as a mediator. So do enjoy your time, and it will help you for life. It was the best. I think personally it's changed the way I think about the world. I'm less bitey towards conflict. I'm far more calm. I'm laid back. I think about situations as a whole rather than in isolation. And at the moment I'm part of the military, and it's very hierarchical and everyone thinks that it's all about shouting, but a big part of being a leader in the military is something called emotional intelligence, and mediation has helped me massively with emotional intelligence, which is about being able to read people, being aware of different people's situations, having empathy, and really putting yourselves in someone else's shoes. So that's something that I really value now, and something that I'm quite good at thanks to the lessons that Dave and Mel taught me 4 years ago. I stand up here as a bit of a fraud, actually. This is Melanie Bruce. She is the inspiration behind this project. She's the one that's got it to where it is today. They are her mediators that have been trained. The way in which she's run this has made her project the leader and prime example of how peer mediation should run in the UK. I'm not suggesting in any part of the world that you're in, but in the UK it's the top one because of her. Unfortunately, because of ill health, she couldn't be here today, but I get the joy of working with her team outside in the community and going into schools. We have even had mediators sit down with teacher and pupil conflict using a peer mediator and an adult mediator. They have mediated so much. One of the student mediators actually won Community Mediator of the Year in the United Kingdom after he left school. That's how skilled they are. You can't do it. It's got to be solid. It's got to be top drawer training. Right, I'm 43 seconds over. So I would say thank you very much for listening. Get out there, change the world, do it in your area. Thanks, Dave.
Merci pour votre exposé qui montre la capacité des élèves à être médiateurs et la transformation que cela va opérer chez les enfants eux-mêmes. Eu égard à l'heure, nous n'aurons la possibilité d'avoir qu'une seule question. Devant. Mais vous pouviez attendre un petit peu et il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes. Hein. Alors. Donc, toujours. Voilà. Et à Dave, hein, s'il vous plaît, uniquement. Mais ma question. Ah, ça marche pas. Si, ça a marché. Allô, voilà. Yes, I just want to thank you for your testimony. It's given us all hope. And my question goes to your right-hand speaker. Quand est-ce que, enfin, à quand la sensibilisation des futurs enseignants, de nos enseignants et des élèves à développer leur capacité d'empathie, à la capacité de mettre des mots sur leurs émotions, leurs besoins, et je continuerai sur une citation de Thomas d'Ansembourg, pardon. La violence résulte d'un manque de vocabulaire, car l'individu ne sait pas décrire ce qu'il ressent. Et je crois que c'est cet apprentissage-là que j'aimerais voir développer dans notre pays. D'accord. Donc si je comprends bien, si je reformule votre question, je dirais que c'est un souhait. Et que vous avez exprimé un souhait qui va peut-être, dont vous aurez certains éléments de réponse. Malheureusement, ça n'est pas possible, mais peut-être pour les autres, vous êtes repérés. Non, malheureusement non. Mais pour les autres, très volontiers. Aussi, idem. Alors, eu égard au temps, je préfère qu'on avance. Et puis, s'il nous reste du temps, vous pourrez garder bien vos questions et vous pourrez, bien évidemment, une fois que tout le monde sera passé, poser la question à qui vous le souhaitez. Alors, après le Liban et l'Angleterre, nous allons revenir en Europe continentale, on va dire, avec Joël Timmermans, plus précisément en Belgique. Joël qui va... Merci. Joël qui va nous parler de son expérience comme médiatrice et formatrice au sein de l'association Le Souffle et plus spécifiquement de la médiation restaurative. Voilà, moi je suis très ravie d'être à Angers pour une nouvelle fois. Figurez-vous qu'en 1999, la recherche-action dirigée par ma collègue Janine Blomard de l'Université de Bruxelles et moi-même a gagné le prix École et violence, prévention précoce, décerné par la Fondation de France et l'association Pierre Strauss dans cette ville. Et cette action s'appelait « Devenir son propre médiateur » et le livre maintenant a été écrit. Donc, comme l'a dit Catherine, je travaille depuis 30 ans uniquement avec des groupes. Je fais de nombreuses choses qui ont été citées aujourd'hui. Et depuis 10 ans, j'ai innové et rassemblé la médiation groupale et la justice restaurative. Et j'espère que mon exposé va compléter ce qui est dit depuis 2 jours en justice restaurative. Je dois pousser sur un bouton. Voilà. Je vais d'abord partir d'un postulat que j'aime beaucoup, d'un réseau américain vers lequel j'ai été formée, une définition du père de la justice restaurative, Howard Serre, qu'on a encore cité à la table sur le terrorisme et l'après-terrorisme, et puis vous situez les principes maoris, car nous avons repris des principes de la communauté océanique. Ces pratiques étaient déjà chez nous sous d'autres formes, et puis vous parlez des spécificités du cercle, et puis comment je forme suite à un incident et à un cercle restauratif, comment je vais former une équipe de première ligne dans l'institution. Et je vous ai préparé une petite surprise, il y aura un petit film aussi rapporté des États-Unis. Voici le postulat de base. Est-ce que tout le monde peut lire ? Voilà, ce postulat de base est très important de faire avec les personnes. Alors la définition que j'ai reprise de Howard Serre, qui a écrit en 1990 Changing Lenses, qui était vraiment le livre phare sur la justice restaurative, dit ceci. La justice, alors,
qu'on soit bien d'accord. Nous sommes partis de la justice réparatrice, car effectivement, on l'a beaucoup dit pendant 2 jours, c'était la réparation des victimes. Après ça, les personnes qui ont commencé à investiguer les cercles restauratifs se sont dit, il y a plus que ça. Il y a à réparer les liens. Donc c'est à ça qu'on a parlé de restauratrice, qui est très français, et puis maintenant français, anglophone et le monde entier a vraiment avalisé le mot restaurative. Donc ici, je reprends le français, mais je fais de la justice restaurative actuellement. La justice restauratrice est un processus qui vise donc à impliquer dans la mesure du possible toutes les parties concernées par une infraction spécifique qui cherche à identifier et à traiter de manière collective les souffrances, les besoins et les obligations, de façon à guérir et réparer autant que faire se peut. Et je vais tout de suite passer dans les origines maoris que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Donc, les principes clés, les faits sont partagés. Quelle est ma part personnelle, quelle est la part interpersonnelle et quelle est la part collective. La peine est partagée. De quelle façon nous sommes tous touchés. L'accord va être partagé sur la réparation parce que la responsabilisation va être partagée. Comment pouvons-nous tous soutenir les acteurs? Nos besoins sont partagés. De quoi avons-nous tous besoin pour aller de l'avant? Et puis l'opportunité, on dit toujours d'une crise est une opportunité. Qu'avons-nous appris ensemble? Et je vous propose, avant de vous montrer comment j'organise un cercle, un petit film. Je propose qu'on lance la vidéo préparée par la belle équipe du Congrès. I was caught with some knives at school. Me and 2 friends ditched, and then they searched my car and found some knives. And so instead of being on probation, I came here. Sitting in a circle, talking about what we did and how else it could have gone wrong, and just breaking it down into pieces was, well, it helped me understand how the situation could have gone worse, or what else could have happened, and then how I can get back to society, to the community. We learned take responsibility for our actions and learn the kind of things that we do affect other people. At the restorative conference, the youth sits down in a face-to-face meeting that lasts for about 2 hours. And they're meeting with all the people that they've impacted. And those people are the victims and the community members and school teachers, principals, law enforcement, and families. So everyone at that conference gets a chance to speak and be heard and to share how they've been impacted by the incident of wrongdoing. And importantly, the victim gets a chance to tell their story, to tell the story of how their life has been affected by the young man's behaviors. And this chance to tell their story can be quite important for the victim's healing. And it's in this face-to-face dialogue at this restorative conference that the youth gets to really understand the full and deeper impact of how his actions have affected others. When we get to the face-to-face, and when the kid gets to hear how what he did impacted someone who's volunteering their time to be there, is very powerful. And I would say 99% of the time, the kids go inward and they're able to reflect back and go, wow, I didn't realize. Alors, j'ai simplifié la méthodologie parce que c'est groupal, vous avez compris. Donc, il y a un entretien individuel qui va précéder. Quelquefois, j'en ai une trentaine, puisque nous acceptons toutes les personnes impactées par les faits. Donc, la famille est là, l'entourage, etc. Donc, voilà, j'ai le cercle. Donc, disons que je suis le médiateur 1. D'autres formes de justice restaurative, on appelle facilitateur ou coordinateur. Pour moi, je suis médiatrice, donc je vais rester dans mon rôle, puisque je fais du groupal depuis toute ma vie. Donc, je vais placer en face de moi mon collègue, c'est toujours des co-médiations.
Et puis, d'un côté, un représentant de l'institution, quelqu'un qui va représenter l'autorité, et puis une personne ressource pour le cercle, quelqu'un qui n'est ni allié ni partie prenante de la situation, qui est aussi dans cette neutralité, mais qui a vraiment envie que le groupe aille de l'avant. Puis, c'est très simple, du côté du cœur, je vais mettre la victime et sa famille. Du côté droit, je vais mettre l'auteur, parce qu'à un moment donné, quand vous recevez une trentaine de personnes et puis que vous en avez 15 devant vous, ça se mélange un peu, surtout que ça peut prendre quand même plusieurs semaines de le mettre en place. Et puis donc, en face, vous avez aussi des personnes impliquées de la classe. C'est très important que le groupe se solidarise, autant les adultes que les jeunes, que l'administration, que toutes les personnes qui peuvent soutenir pour aller de l'avant. Et donc, suite à ces cercles, la plupart des institutions, et c'est ça notre force, c'est de préparer l'équipe à créer un espace de dialogue et de médiation à l'interne de l'institution. Vous devez savoir qu'en dehors de l'école, j'ai formé aussi FEDASIL, c'est notre institution qui s'occupe des migrants et des jeunes migrants, les MENA, etc. Donc, dans l'institution, je forme alors des personnes qui veulent s'intégrer et être là, dans cet espace, pour recevoir les personnes. Et souvent, ils peuvent vraiment déjà opérer sans moi qui supervise alors. Et je vous dis quelques paroles de cette équipe de première ligne. L'équipe relais est composée de gens qui veulent rouler pour leurs jeunes et élèves, les soutenir et les accompagner. C'est vraiment essentiel de mettre l'élève au centre de nos préoccupations et de leur donner la parole. Un autre qui dit « C'est intéressant de mobiliser d'autres sources auxquelles les enseignants, on n'a pas pensé. On amène aussi des changements chez nous quant à la gestion des conflits. Et rien que la perspective, comment est-ce qu'on va aborder les situations en collaboration avec les familles. Vraiment, la culture restaurative permet de remettre du dialogue entre tous les intervenants. De plus, nous avons besoin d'une image positive de notre institution, de nos élèves et de notre travail. Alors, pour l'instant, ça ne touche qu'une partie de la communauté éducative. Et pourtant, c'est vraiment nécessaire, cette action globale, d'apprendre à travailler ensemble, d'apprendre à mieux se connaître et à réfléchir ensemble comment nous voulons faire vivre le système mis en place. Et alors, j'adore, je vais terminer avec ça. C'est une parole d'un élève qui a participé à un cercle. Et en fait, il faut 3 réunions. Une pour comprendre, une pour essayer et une pour arrêter. Merci Joël. Merci pour votre exposé qui montre tout l'intérêt pour l'école et les médiateurs de se doter de cercles restauratifs afin d'offrir au-delà de l'accord la restauration de la relation et la réparation de chacun dans son humanité et sa communauté. Alors, je vais excuser un peu mes intervenants en espérant que vous n'ayez pas grand-chose à dire, vu l'heure, pour pouvoir donner la possibilité à la salle. Alors, il y avait quelqu'un qui avait levé la main tout à l'heure par là, mais s'il ne souhaite pas s'exprimer, oui, vous avez la priorité. Et tout à l'heure, je ne vous oublie pas, pour la prochaine fois. On va poser une question eu égard à l'heure, et puis si on a un petit peu de temps, on verra à la fin. 1, 2. Oui, ça marche. Ok. Ma question à l'origine était pour l'intervenant précédent, mais en fait, c'est une question qui peut tout à fait aller à vous aussi. En fait, je me demandais, donc en Belgique comme en Angleterre, quels avaient été les possibles freins à l'origine pour implémenter vos programmes dans l'institution scolaire. Voilà, et si ça s'est fait facilement, ou si on vous a ouvert la porte comme ça, ou s'il y a eu des freins. Avec mon collègue Jean-Pierre Bonafé-Schmitt, on a commencé la recherche-action de devenir son médiateur ensemble, donc avant les années 99, pour avoir cette récompense. C'est très difficile, simplement parce qu'il faut une équipe pour mettre en place ce type de projet, et il faut un minimum d'argent et de subsides. Donc c'est ça le plus grand frein, c'est de sortir du bénévolat. Dave, if you want to complete.
yes, I think what we had to do was there was reluctance amongst teachers. You know, I've had teachers say, show me a 13-year-old can mediate the situation. So we have to charge for our work, so we virtually gave it for free for them to taste it for 1 year. Once they see it work, they were sold. 16 years later, we're still in the school. So people don't always know what we do, and sometimes they have to experience it firsthand to believe. Merci. À présent, nous allons revenir en France avec Monsieur Cédric Gégou, qui va nous parler de la médiation sociale à partir de son expérience de directeur au sein de France Médiation et plus particulièrement Omega. Merci beaucoup. Écoutez, pour ne pas perdre de temps, moi je suis également ravi d'avoir la chance d'être devant vous et au bout de cette deuxième journée, je mesure, on parle de congrès international des médiations et cette dimension internationale où on s'aperçoit que les questions de médiation, eh bien, elles sont portées partout. D'ailleurs, la dernière question qui vient d'être posée, c'est assez fort. On peut demander à quelqu'un de Belgique, du Royaume-Uni ou même de France, la question pouvait s'adresser à n'importe quel de ces trois pays. Donc le sens que ça confère, et puis de parler des médiations, parce que effectivement, moi je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de choses en commun, mais aussi une richesse dans toutes nos différences. On voit qu'il y a plusieurs formes de médiation. Nos points communs à chercher toujours la bonne posture, l'indépendance, l'impartialité, à rechercher aussi la reconnaissance. Je pense que c'est quelque chose qui nous soucie tous, et je ne veux pas me spoiler par rapport à ma conclusion, mais c'est en lien direct avec ce que je vais vous présenter par la suite. Et puis, la nécessité de continuer à nous côtoyer, peu importe que l'on parle de médiation sociale, de médiation pénale, de médiation de consommation, de médiation familiale, pour continuer à mieux nous connaître, mieux nous acculturer, et donc mieux coproduire ensemble. Je pense qu'on a encore du chemin encore devant nous, mais on peut avoir bon espoir de continuer d'y arriver, notamment par le biais de ce type de manifestation. Pour bien travailler ensemble, il faut bien se connaître, donc c'est à moi d'appuyer sur la petite zapette. Je ne ferai pas l'économie de vous reparler très rapidement de la médiation sociale et de France Médiation. On en a parlé hier, Éric Briat dans l'introduction et la cérémonie d'ouverture, Laurent Giraud également. Donc nous sommes actuellement 12 000 médiateurs sociaux en France, tous salariés, formés ou en cours de formation. Et nous appuyons pour partie sur ce réseau qui s'appelle France Médiation. On en a d'autres, on a cité l'Union nationale des PIMS, qui regroupe donc environ 83 adhérents. Et notre secteur d'activité, historiquement, intervient sur les quartiers politiques de la ville. Vous allez voir que la médiation sociale en milieu scolaire, il y a aussi une corrélation directe par rapport à cette territorialité sur l'espace public, les conflits d'usage sur l'espace public, dans l'habitat collectif, dans les transports, dans l'accès aux droits, tout cela porté par des politiques publiques, mais également par des entreprises. Pour avancer et être plus concret, la médiation sociale aujourd'hui, actuellement en milieu scolaire, vous avez les chiffres, et Éric Briat en parlait aussi, c'est donc 163 sites de médiation à l'école. On entend par site un collège et puis des écoles élémentaires de rattachement, vous allez comprendre pourquoi. On voit que c'est un consensus, hein, les compétences psychosociales. Ce que l'on vise ici, c'est clairement impacter sur des tranches d'âge où on dit être sur l'âge d'or de l'acquisition des compétences psychosociales. Donc collège et école élémentaire, je ne commenterai pas tous les chiffres qui sont là sous vos yeux. Et on va essayer d'agir donc sur les questions d'ambiance, de climat scolaire, sur les questions de décrochage scolaire, mais également sur quelque chose qui est notre valeur ajoutée en médiation sociale, le lien école, famille, quartier. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui se font de par l'éducation nationale, de par des dispositifs qui opèrent directement sur des groupes ou sur des individus. Et nous, l'objectif, c'est d'assurer un continuum entre ce qu'on est capable de produire grâce à l'école, parce qu'il faut aussi reconnaître que l'école reste une enceinte qui permet d'avoir des interactions qui sont différentes que lorsque nous sommes sur l'espace public, et puis justement d'assurer ce continuum et cette acculturation.
Voilà pour l'essentiel, et pour être un peu plus concret, plutôt que de beaucoup parler, je vous propose de regarder un petit film animé qui va être encore plus explicite que moi sur ce qu'est la médiation sociale à l'école. Qu'est-ce que la médiation à l'école? C'est un médiateur social qui intervient au quotidien en milieu scolaire. Auprès des élèves, il assure 3 missions. L'éducation à la citoyenneté, le développement d'une culture du dialogue et de tolérance, la prévention et la lutte contre les violences et le harcèlement, une action contre l'absentéisme et le décrochage scolaire. Son action est impartiale. Elle repose sur l'écoute, le non-jugement, l'absence de pouvoir de sanction. Le médiateur aide à libérer la parole et à renouer le dialogue. Le médiateur à l'école, employé par des structures de médiation, intervient à l'intérieur d'un collège ou d'une ou 2 écoles élémentaires. Il est également présent à l'extérieur et interagit avec de nombreux partenaires. Son rôle est de faciliter le dialogue entre les élèves pour gérer les conflits, développer la communication et la coopération, favoriser les échanges entre les établissements scolaires et les parents afin d'éviter les incompréhensions et les conflits, accompagner les parents à mieux comprendre le système scolaire et les impliquer dans la vie de l'école. À ce niveau, il a un rôle clé pour le passage du CM2 à la 6e. Travailler en étroite coopération avec la communauté éducative et les partenaires du territoire. Impulser des projets qui s'inscrivent dans l'animation de la vie de l'établissement, comme la médiation entre les élèves eux-mêmes. Les impacts de la médiation à l'école ont été mesurés dans une évaluation menée par Sciences Po. Il en ressort une forte baisse du harcèlement, du cyberharcèlement, de l'absentéisme chez les jeunes collégiens, une intensification des relations entre les familles et l'école, une plus grande ouverture des établissements sur leur environnement, un changement de comportement des élèves face à la violence et du développement de leurs compétences psychosociales, et une amélioration du bien-être et de la sociabilité des élèves. C'est un projet d'envergure nationale, piloté par France Médiation avec le soutien de l'État. La mise en place d'un projet médiateur à l'école se fait à la demande des acteurs locaux. France Médiation accompagne ensuite le déploiement du projet en local en lien avec les structures de médiation sociale selon une méthodologie coproduite qui a fait ses preuves. Le succès d'un tel projet repose sur la coopération de tous les acteurs au service de la réussite éducative et de l'émancipation du jeune. Voilà une petite animation qui résume parfaitement ce qui est fait. Et vous voyez, il y avait la question sur cette fameuse médiation par les pairs. C'est un des leviers qu'on va retrouver d'ailleurs dans différents pays où en effet, mais je rejoindrai, pas par démagogie, le fait qu'on ne peut pas tout faire porter par des enfants, encore une fois, et justement de pouvoir les acculturer, leur transmettre ces compétences psychosociales, ça leur permet d'avoir un sens critique plus aiguisé, d'avoir du discernement et d'être capable aussi d'aller trouver un adulte lorsqu'il se rend compte qu'une situation ne relève pas de lui. Par contre, on aura vraiment un vrai levier de prévention et d'évitement dans le cas de situations simplement conflictuelles. Catherine nous le disait en introduction, je veux vous refaire quand même 3 grands temps, et je tiendrai le temps qui m'est imparti. Historiquement, la médiation à l'école, son entrée, c'était les problèmes de harcèlement en milieu scolaire, les travaux d'Éric de Barbieux que Catherine nous a cités, qui datent de 2010 tout de même, effectivement, 1 élève sur 10 qui est victime de phénomènes de harcèlement en milieu scolaire. Entre-temps, 2010, 2022, sont apparus nos chers réseaux sociaux, qui n'existaient pas à l'époque, donc je pense qu'il faudrait faire encore une très grande enquête de victimation pour peut-être avoir une mise à jour de ces chiffres-là. Et puis, du coup, même si ces phénomènes ont toujours plus ou moins existé, on a eu une évolution, une véritable évolution avec de nouveaux enjeux. C'était dans la presse encore ce matin. Vous voyez, moi je suis le directeur d'une structure sur Angoulême en Charente. Ça représente 140 000 habitants, donc c'est même moins que la ville d'Angers. Et pour autant, nous sommes de plus en plus impactés par des phénomènes qu'on appelle RICS, de jeunes collégiens, extrêmement violentes,
et qui nous pose beaucoup de difficultés. Il y a un sociologue, un chercheur au CNRS qui s'appelle Marwan Mohamed, qui travaille sur ces questions-là et sur cette évolution, et qui nous explique que justement, alors lui il n'appelle pas ça des rixes, il appelle ça des embrouilles. Voilà, pour lui c'est plus précis en termes de sémantique. Eh bien, elle est principalement occasionnée par la nécessité d'une partie de notre jeunesse qui, très souvent, réside sur des territoires qui cumulent beaucoup de déterminisme, eh bien, de se constituer un capital social alternatif. Et c'est là où, justement, on rejoint tout ce qui a été dit précédemment, à savoir, lorsqu'on a des endroits où on cumule beaucoup plus de déterminisme et donc de difficultés, où on manque de mots, où on manque de compétences psychosociales, eh bien, on tente d'une autre façon de se construire ce capital social. Et c'est là où, justement, même s'il n'y a pas de baguette magique, le fait de pouvoir intervenir au sein des écoles, donc au niveau élémentaire, on va parler du cycle 3 pour ce qui concerne la France, donc les CM1, CM2, 6e, 5e, eh bien, c'est vraiment à ce moment-là de leur vie, d'élèves, d'enfants et de futurs citoyens, qu'on a cette opportunité de pouvoir agir et coproduire avec eux en leur transmettant ces compétences psychosociales. On s'est posé la question, on s'est dit, en gros, quelles questions critiques on pourrait émettre par rapport à tous les dispositifs que nous essayons de déployer. Et moi, j'en étais arrivé à me poser la question quand on a des problématiques structurelles, où on a des communautés ou des territoires où on concentre, on cumule les difficultés. Hein. Il y a aussi une géographie prioritaire pour ce qui concerne l'école française. Est-ce qu'on n'est pas quelque part une forme de pansement, de palliatif à des maux beaucoup plus profonds? Écoutez, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Par contre, ce que je peux vous dire, et ce dont je peux vous rendre compte, c'est que ces questions de médiation sociale à l'école, on les travaille depuis à peu près une dizaine d'années, et que depuis 2019, ça s'est extrêmement développé, extrêmement accéléré, y compris sur les territoires ultramarins. Et il y a une chose qui n'a pas changé entre il y a 10 ans et aujourd'hui en 2022, et ce, malgré l'apparition d'un contexte plus anxiogène, plus difficile économiquement, etc., etc., et les réseaux sociaux, c'est que lorsqu'on demande aux enfants ou aux élèves de se positionner et de nous décrire leur motivation sur pourquoi ils souhaiteraient s'investir dans la médiation, pourquoi ils voudraient être médiateurs ou médiatrices à l'école, eh bien leurs motivations sont exactement les mêmes aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et ça, vous voyez, c'est quand même une formidable, je ne vais même pas parler de lueur d'espoir, quelque chose de factuel, un vrai levier de transformation, parler des leviers de transformation. Et donc du coup, les motivations, peu importe le lieu d'habitation, peu importe ces déterminismes, de vouloir ne pas vivre dans le conflit, de vouloir aider les autres, de vouloir donner une image positive de soi-même, de l'école ou du collège dans lequel on le retrouve intact. Et ça, on sait qu'on va pouvoir capitaliser là-dessus, si on arrive à habiller tout ça de compétences psychosociales, avoir vraiment un véritable impact. Et donc la conclusion de tout ça, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faudrait retenir dans ce que nous faisons? Je pense que c'est notre intérêt à toutes et tous quand on parle de médiation. La médiation aujourd'hui, Monsieur le maire d'Angers nous l'a dit lors de son propos introductif, c'est présenté comme un mode de règlement alternatif. Eh bien, je ne sais pas vous, mais moi, j'aimerais que la médiation, ça devienne le mode de règlement, un mode de règlement usuel et non pas une alternative. Et que pour ce faire, si on veut y arriver, eh bien, il semble quand même plutôt indiqué d'acculturer nos jeunes générations à avoir ce réflexe de dialogue, de règlement à l'amiable. Et ça, justement, en le faisant dès ces tranches d'âge-là, et notamment grâce à l'école, on devrait avoir plus tard des citoyens et des citoyennes qui penseront dialogue et médiation. Voilà, je vous remercie. Merci Cédric pour ton exposé qui montre que la médiation au sein de l'école gagne à se penser en lien avec les acteurs extérieurs à l'école. Une question. Et après, oui, je vous ai préparé. Voilà. Pour le prochain intervenant, si vous le souhaitez. On a commencé 10 minutes en retard, donc si tout le monde est d'accord, peut-être on ira un petit peu au-delà de 4 heures. Bonjour. Oui. Yann Mikhailov, moi je suis
professeur d'université en médecine et médiateur santé. Et voilà, je trouve très inspirant les différentes présentations. Et je me demandais s'il ne pouvait pas y avoir même des complémentarités entre les méthodes anglaises et belges et notre système de médiation éducation nationale, qui a grand mérite d'être dans un gros volume. Mais moi, il m'est revenu en fait une situation de conflit entre une CPE et une directrice d'établissement qui s'est terminée par une énorme blessure suite à la saisine pour la CPE. La médiatrice académique, pour être très très court, n'a pas fait ni entretien individuel ni plénière. Elle a juste de vive voix échangé avec le personnel de direction, sans parler, et envoyé une lettre à la CPE enfreignant toutes les règles d'indépendance, impartialité, avec une partialité énorme pour le personnel de direction. C'était clairement un conseil à l'ancienne d'inspectrice de l'éducation nationale. La personne est très blessée et du coup je me disais, est-ce que dans les voies de recours vous pourriez imaginer un processus même restauratif pour réparer la blessure de cette CPE qui est très dévouée, en tout cas, et en qui la confiance en la médiation éducation nationale est entachée en fait. Merci beaucoup en tout cas de cette ouverture du débat. Alors c'était tout l'intérêt d'ailleurs de la complémentarité des perspectives entre les différents intervenants. Catherine, si possible. Je ne vais bien sûr pas répondre parce que je ne connais pas le cas, mais je vous remercie de me le signaler. Oui, bien sûr, il faudrait en permanence, c'est ce que je disais tout à l'heure, travailler sur ce changement de posture. Parce que le problème de personnes qui sont de bonne volonté, hein, mais qui ont été peut-être marquées par une pratique professionnelle plus académique, enfin plus administrative, peuvent, dans certaines situations, ne pas faire face. L'avantage d'avoir des retraités, c'est qu'ils n'ont plus d'enjeux personnels de carrière, donc voilà. Le désavantage, c'est qu'ils sont peut-être un peu moins disponibles et bénévoles, et que donc c'est très difficile pour nous de tout contrôler, mais il arrive aussi qu'il y ait des dysfonctionnements au sein de l'administration, de la médiation, pardon, comme au sein d'une administration. Donc, je vous remercie pour cette remarque. Nous veillons chaque jour à ce que ce soit évité, mais je crois que dans toute communauté professionnelle, il peut y avoir quelques écarts ou quelques dérives et que nous devons y veiller quotidiennement. Merci. Vous n'hésitez pas à venir me voir ensuite pour que nous en parlions, hein, bien sûr. Merci. Merci Catherine. Donc, pour conclure, nous allons faire une des choses que les médiateurs aiment bien, c'est-à-dire qu'on va prendre de la hauteur avec Jean-Pierre Bonafé-Schmitt. Bien, écoutez, j'ai un certain plaisir de me retrouver ici parce qu'en préparant cette intervention, je me suis rendu compte que ça faisait 30 ans. La première fois que j'avais parlé de médiation, c'était au cours d'une université d'été, police éducation nationale, et dont le thème c'était la médiation à l'école et dans la cité. C'était assez intéressant de voir justement débattre à la fois donc la police et l'éducation nationale, et 30 ans déjà donc qui se sont passés, et ça m'a poussé, entre guillemets, donc à pouvoir peut-être pas simplement être dans la parole, mais aussi dans l'acte. Et en tant que chercheur, donc, puisqu'on a déjà parlé avec Joël Timmermans, donc de lancer une recherche-action, puisque rien n'existait donc à l'époque, ou très peu, c'était balbutiant, donc en matière de médiation scolaire, et de créer donc, puisque ce matin donc l'association Amélie était présente ici, de créer dans le cadre de cette association Amélie donc un dispositif de médiation à partir d'une approche comparée, justement, avec les États-Unis. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette approche comparée, puisqu'ici, donc, on a un panel quand même aussi, donc, international, pour montrer comment, donc, à un moment donné, il peut exister différents modèles de médiation. Et je crois qu'il est important de bien prendre en considération, parce que le mot médiation existe, bien sûr, dans tous les pays, mais il y a des réalités socio-culturelles tout à fait différentes. Et c'est pour ça que depuis quelque temps, je travaille autour d'un modèle
latin de médiation, pour ne pas rester sur un modèle français, donc les pays latins, par rapport à des modèles anglo-saxons. C'est pour ça que ce qui peut être pris dans certains pays, il faut faire toujours attention un peu, que ça ne heurte pas aussi des réalités donc socio-culturelles. Simplement un petit rappel quand même historique, un contexte, parce que je crois que qu'on vient de parler, hein, j'utilise souvent ce terme de renouveau de la médiation, parce que la médiation a toujours existé, et c'est vrai qu'en milieu éducatif, quand on regarde, je vous parlais d'approche comparée, aux États-Unis, on a vu apparaître aussi ces phénomènes, donc c'est vrai qu'ils ont peut-être une plus grande rigueur, les anglo-saxons, au niveau de la terminologie, de parler d'ombudsman, et dans les universités, puisqu'on parlait tout à l'heure d'enseignement supérieur aussi, et on constate que c'était la guerre au Vietnam qui avait un peu précipité la création de ces ombudsman dans les, donc, en milieu donc, universitaire. Et pratiquement un peu moins de 20 ans après, on voit apparaître en Europe aussi la création de ces médiateurs, donc soit dans l'éducation, comme Madeleine Piketty, mais aussi en Belgique, hein, puisque donc Geert Timmermans l'a souligné aussi, ces médiateurs scolaires. Et l'idée, c'était bien sûr de gérer un peu ces conflits entre l'administration et les administrés. À l'époque, on parlait d'une maladministration, et on était dans quelque chose qui était vraiment donc de la médiation un peu, j'allais dire, pour répondre à des dysfonctionnements. Moi, je voudrais insister sur un deuxième point, le type de médiation qui a déjà été abordé donc par les intervenants, la médiation par les pairs. Hein, donc, alors les pairs, là aussi, on voit souvent donc la médiation élève. Quand je parle de médiation par les pairs, dans le projet que je vous parlais donc de recherche-action qui avait été mené donc à la fois donc sur Rouen, Lyon et donc de l'autre côté donc des États-Unis donc à Seattle, l'idée c'était de comparer aussi, de voir comment les conflits entre adultes aussi, au sein de la communauté scolaire, étaient réglés. Donc l'idée, c'était de voir est-ce qu'il était possible de mettre en place des médiations par les pairs, c'est-à-dire entre élèves, mais aussi entre adultes, donc enseignants et communauté éducative. Et si on regarde un peu les années, parce que je suis toujours un peu prudent, parce qu'on a toujours l'impression que la médiation, c'est une idée importée des États-Unis. Et on s'aperçoit qu'il y a toujours, c'est vrai, un petit décalage. Et si on regarde au début des années 80, on voit que les premiers projets donc aux États-Unis, on parle beaucoup à New York, mais aussi à San Francisco, avec le Community Board of San Francisco. Et en France, on voit donc avec ce petit décalage, je m'en souviens parce que je faisais déjà des recherches aux États-Unis. Au début, j'avais vu donc ces médiations scolaires, mais je pensais que c'était un côté un peu exotique, côté américain. Et très rapidement, donc, un certain nombre d'associations en France ont aussi essayé de développer cette médiation à l'école. En Grande-Bretagne, bien sûr, et aussi en Belgique. Et là, donc, il y avait une autre approche. C'était bien sûr le plus souvent, donc, hein, je vous parlais de cette association, Amélie. Quand cette association était sollicitée, c'était surtout les chefs d'établissement et plutôt des collèges, parce qu'il y avait cette violence scolaire qui commençait à pénétrer donc les enceintes scolaires, et l'idée c'était est-ce que la médiation n'est pas un remède entre guillemets contre ces violences scolaires. Et le deuxième point sur lequel on était donc dans cette association, et puis d'autres qu'on partageait, c'était aussi est-ce que l'école, c'est peut-être aussi un apprentissage à la citoyenneté. Et cette idée de développer la médiation à l'école ne m'est pas venue d'un seul coup, c'était qu'on était confrontés dans les quartiers, puisqu'on parlait de médiation sociale, à des conflits qui avaient lieu à la fois entre locataires, par exemple, chez des bailleurs sociaux et une bande de jeunes. Et la grande difficulté, j'étais médiateur à l'époque, donc dans ces structures, donc à Amélie et à Vénissieux, c'était comment faire rencontrer ces locataires avec ces jeunes qui, le plus souvent, ne voulaient pas venir en médiation. Et il y avait un lieu où ils étaient, entre guillemets, captifs, c'était l'école. Je me suis dit, c'est un bon moyen aussi, peut-être, pour promouvoir la médiation. Les logiques un peu de médiation, donc, puisque je parle des médiations, donc à la fois pour essayer de modéliser, c'est jamais simple, la réalité est très complexe, et c'est pour ça que mon approche est un peu binaire, je ne le cache pas. Il y a des logiques, comme on dit, instrumentales, de pacification donc des relations scolaires, notamment pour lutter contre la violence, et puis des logiques éducatives, où là, c'est, comme je l'indiquais, une espèce d'apprentissage. Alors, il y a toute une zone grise, et puis comme ça a été rapporté dans les différents donc, propos antérieurs, donc, où on voit bien que
tout évolue. Hein, c'est-à-dire qu'au départ, on repart de la maladministration, puis maintenant, on va vers donc une formation un peu plus sur humaniser celle-ci. Alors, sur la première, ces logiques un peu instrumentales de pacification des relations scolaires, on voit la création de cette fonction de médiateur quand même. Hein, on voit dans tout, c'est pas simplement dans le milieu scolaire, mais dans beaucoup de lieux, la création de ces médiateurs pour régler les conflits entre les... Et ce phénomène n'est pas propre à la France, on le voit donc dans beaucoup de pays. Alors c'est vrai qu'on a pris le nom de médiateur donc en France. Hier donc, Madame Claire Hédon nous faisait remarquer que l'institution des défenseurs de droits s'appelait au départ médiateur de la République. Et on s'aperçoit que c'était en 1973. Donc on est assez proche, vous voyez, par rapport au système nord-américain. Et là, l'idée, bien sûr, c'est d'essayer de répondre donc à ces problèmes ou à ces problèmes de fonctionnement de grandes institutions. Et puis, le deuxième point, comme l'a rappelé donc Sadiq Jegou juste avant moi, c'est l'utilisation aussi de médiateurs, cette fois extérieurs, donc, pour essayer de lutter, comme il l'indiquait, hein, donc contre la violence scolaire, mais aussi le décrochage scolaire, etc. Et on voit ce phénomène pas simplement lié donc à la France, mais on le voit aussi, je cite donc la Belgique, où une association à Bruxelles comme Bravo a joué ce rôle aussi donc de médiation au sein de l'institution. J'en arrive aussi donc aux logiques cette fois éducatives. La médiation donc par les pairs. Et là, l'idée de ces associations, le plus souvent, il y en a quelques-unes, pas simplement en France, mais aussi, comme je l'indique, comme vous pouvez le lire sur la diapositive, l'idée c'est le conflit est presque le prétexte, c'est-à-dire que l'idée c'est d'amener les élèves à un apprentissage donc à la gestion des conflits, à la relation avec l'autre, et là on voit donc se développer dans beaucoup donc de pays ce phénomène. Et c'est cet aspect qui a été abordé aussi, ça me permet un peu de peut-être de le relier un peu, transformatif, c'est-à-dire qu'on parlait de médiation restaurative, de médiation transformative aussi, et on constate que, comme l'a indiqué tout à l'heure Cédric Jegou, c'est dans les évaluations qui ont été faites, les films le montrent bien aussi, hein, les propos des élèves hein, qui étaient rapportés dans les petites vidéos, on voit bien que l'idée, c'est d'amener à transformer. C'est-à-dire que souvent, ces élèves qui étaient dits à problème, donc les intégrer comme médiateurs pour qu'ils puissent travailler sur eux-mêmes. Et je crois que l'idée, et ce n'était pas évident au départ, je ne vous cache pas, on parlait tout à l'heure des résistances un peu donc à la médiation, faire passer dans un dispositif de dire qu'on va prendre, auprès des enseignants, je m'entends, prendre des élèves dits à problème, je ne vous cache pas que j'ai tout entendu. Hein, j'ai entendu, vous allez renforcer le caïda à l'intérieur de l'école, etc. Donc c'est pour ça que ce travail quand même qui doit être fait en milieu scolaire n'est pas facile. Il convient quand même de le poursuivre, et je regrette un peu, ce sera un peu ma conclusion, et qu'on reste en quelque chose, parce que les évaluations qui ont été menées aussi bien au Québec qu'en France, et on le voit donc avec la dernière qui a été faite par France Médiation, qu'il y a un effet quand même transformatif. Et je pense que à partir de là, il n'y a pas simplement, c'est pas seulement une approche inter-individuelle, on ne va pas transformer quelqu'un, c'est aussi, il y a pas mal de films qui le montrent aussi. Si ça vous intéresse, il y a un film qui s'appelle Aix-les-Bains, vous mettez Aix-les-Bains médiation scolaire, et vous verrez des enfants d'école primaire, à peu près comme ici, qui racontent aussi ce qu'elles ont pu acquérir comme compétences et comment on a pu transformer au sein de l'établissement le climat scolaire. Et pour tenir les délais, donc... parce que j'aimerais bien quand même qu'il y ait une discussion. Donc, je termine simplement donc en conclusion. C'est bien qu'on a, je parle en médiation scolaire, à peu près une trentaine d'années, une quarantaine d'années pour d'autres formes de médiation. La médiation, quand même, dans nos sociétés, ça a déjà été dit, c'est quand même une espèce de contre-culture. Ça a déjà été dit dans d'autres panels. Et je crois que si j'insiste beaucoup sur la médiation scolaire par les pairs, c'est que malheureusement encore, ça demeure encore un phénomène marginal. Les réactions, à travers vos questions, le montrent bien. Comment se fait-il qu'on ne puisse pas le développer ? Il conviendrait que ça devienne quelque chose de naturel, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et je crois qu'on a un problème, peut-être en France en particulier, mais dans d'autres pays, je pense qu'on a aussi à peu près le même problème, mais surtout dans les pays latins, c'est qu'on a tendance à ce que j'appelle à empiler les dispositifs, je ne veux pas les reprendre puisque ça a déjà été dit, sans qu'il y ait vraiment d'évolution, d'évaluation, pardon. Et c'est pour ça que je plaide depuis des années sur la création, en tout cas en France, mais pourquoi pas en Europe aussi, d'un observatoire des médiations pour pouvoir justement mesurer ce qu'on appelle les effets de la médiation, à la fois, bien sûr, sur les individus, mais aussi sur la société. Et je crois que, il me semble
que s'il y avait des priorités, et dans un congrès donc, de médiateurs, je crois que c'est une priorité aussi pour les organisations de médiateurs, comme ça peut se faire déjà, mais il faudrait peut-être amplifier le phénomène, c'est que la médiation, c'est vraiment un processus éducatif. Et je crois que si on veut vraiment promouvoir une culture de la médiation, parce qu'on voit bien que sur un plan quantitatif, quel que soit donc le champ de la médiation, ça reste très marginal. Il conviendrait donc d'insérer justement la médiation dans l'ensemble des établissements scolaires et de l'école, de la maternelle, l'école primaire, mais jusqu'au lycée et bien sûr à l'université. Mais ça nécessite quand même, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit dans les changements un peu systémiques, qu'il conviendrait de modifier quand même le système scolaire parce qu'on est dans un modèle collaboratif quand on parle de médiation scolaire, et quand on regarde le système scolaire, il fonctionne plutôt sur un modèle compétitif. Et il conviendrait donc, à un moment donné, qu'on réfléchisse à l'ensemble et qu'on revoie justement donc ce fonctionnement de l'établissement scolaire pour que la médiation y trouve sa place pleinement, et ça nécessite aussi que cette promotion de la médiation passe par l'école. Voilà. Merci. Merci Jean-Pierre pour votre exposé qui permet de mesurer les enjeux d'ordre systémique entre le développement de la médiation à l'école et les politiques publiques de gestion des tensions sociales. Il nous reste quelques minutes, donc on peut prendre au moins une question. Oui. Et là-bas aussi, pour que tout le monde puisse... On va prendre 2 questions. Si on peut... Alors, plus vous serez bref, plus on pourra prendre 2 questions. Alors, voilà, ici. Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous parler, je suis un petit peu gênée de vous parler de mon livre et de mon projet éducatif pour les enfants, mais je crois que le sujet, on est en plein dedans. Je me suis dit, quand j'ai commencé mes études de médiation, qu'il serait bien que ça vienne du bas, que si on pouvait transmettre les valeurs de la médiation qui sont fédératrices dès le plus jeune âge, le monde serait meilleur. Pour cela, j'ai créé un petit conte qui explique ce qu'est un médiateur, une médiation, et j'ai fait faire un livret pédagogique à l'usage des enseignants du primaire qui leur permet de travailler sur le conte et les valeurs de la médiation pendant leur séance d'éducation morale et civique. Aujourd'hui, ça va faire 3 ans. Je ne vais pas vous parler des freins parce qu'il faut garder de l'espoir et que bon, l'espoir fait vivre et que je préfère garder une note positive, mais les freins sont là. Ils sont là, il y a une volonté de changement, mais quand je vais dans les écoles, il n'y a pas de moyens. Les enseignants achètent eux-mêmes les ouvrages. Voilà, les enseignants achètent eux-mêmes les ouvrages, ils n'ont pas les moyens d'en acheter pour toute la classe, les directeurs n'ont pas les moyens. Que fait-on? Voilà. C'est les compétences psychosociales. Si on les sème dès le plus jeune âge, on peut passer à la médiation par les pairs en 6e, en 5e. Le socle est là. Les valeurs sont là, elles auront été arrosées, elles auront été nourries. Et j'en arrive à la conclusion que pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi il y a cette volonté et pourquoi il y a tous ces freins? Et ce sont les adultes qui mènent les freins pour les enfants. C'est bien triste. Voilà. Alors, si je réponds, ce n'est pas du tout parce que je me sens visée par ce que vous venez de dire, au contraire. Je voulais vous dire que votre livre, le bleu, est sur ma table en permanence. Toute personne qui vient à la médiation a votre livre sur ma table, le voit et me pose des questions d'ailleurs. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous que produire... comme vous le dites, que depuis la base, des ressources pédagogiques pour aider les enseignants à eux-mêmes former à la médiation leurs élèves et à introduire la culture de la médiation dans les classes dès le plus jeune âge. D'ailleurs, je l'ai dit, je crois, tout à l'heure dans mon exposé. C'est un objectif que nous partageons. Je voulais dire aussi qu'ensuite, les freins. Le travail du médiateur, en tout cas de l'Éducation nationale, est en permanence d'essayer de faire tomber les freins. Et que nous-mêmes, nous sommes, je ne veux pas étaler mes difficultés ici, mais
en recherche de moyens en permanence, de moyens très modestes, hein, pour justement, on avait envie dans mon équipe, qui est une petite équipe, de produire quelques ouvrages, quelques petits, non pas manuels, mais des petits outils pédagogiques pour précisément, concrètement introduire dans les classes ces ressources-là pour les professeurs, en tout cas. Mais là, vous touchez du doigt un problème qui est beaucoup plus global à l'éducation nationale, c'est que les moyens matériels de l'école, ce sont les collectivités, et que ce n'est pas le ministère qui achète les livres pour les... Heureusement d'ailleurs, parce que le ministère est déjà à la tête d'un budget absolument énorme, mais vous savez très bien que c'est avec les collectivités qu'il faut travailler, et donc les politiques publiques, ce n'est pas uniquement le ministre de l'Éducation nationale ou la ministre de l'Enseignement supérieur qui les font. Donc voilà, il faut vraiment continuer à nous battre ensemble pour que non seulement cet esprit, cette philosophie, cette culture, mais concrètement ces outils et ces ressources pénètrent dans les classes, mais les acteurs sont nombreux. Vous dites les adultes, mais les adultes, c'est nous, madame. Donc, je fais le même constat que vous. Je trouve votre initiative particulièrement intéressante. Je n'ai même pas les moyens moi-même d'acheter ces livres pour les médiateurs académiques. Donc, je peux faire connaître, je peux promouvoir, j'ai des leviers, comme je vous l'ai dit, je peux recommander, mais je ne peux pas faire plus. Merci. Une question. Bonjour. Et on va conclure. Je suis Cécile Jousselin, je suis avocate, médiatrice, et je viens de terminer 3 années en qualité de présidente de la section locale FCPE de l'école de mes filles. Donc je m'intéresse aux questions d'éducation. Une première question à Madame Catherine Beketi-Bizot. Tout à l'heure, à la suite de l'intervention de Madame Férouz Abou-Khalil, vous avez indiqué que le premier médiateur, c'était l'enseignant. La personne, Madame Abou-Khalil, a indiqué qu'il y avait un avant et un après, mais après 360 heures de formation. Alors, je voulais savoir quid de la formation des enseignants, qui est quand même le grand parent pauvre de l'éducation nationale. Et je crois qu'on est très, très loin de les former en médiation. Et peut-être que ce serait bien que ce soit eux qui soient formés en premier pour qu'ensuite nos enfants soient formés. Et j'ai une deuxième question qui s'adresse à tout le monde, mais peut-être à Monsieur Dave Walker, qui nous a expliqué un processus très inspirant. Mais moi, je me pose une question sur la médiation par les pairs et en particulier la médiation effectuée par les enfants. N'y a-t-il pas un risque, et je suppose que vous l'avez prévu dans votre processus, n'y a-t-il pas un risque de stigmatisation des enfants médiateurs? Et je pense que c'est pour ça que Madame Catherine Beketi-Bizot disait que ça ne pouvait pas être qu'à la charge des enfants, parce qu'il y a un risque de stigmatisation des enfants lorsqu'ils prennent possession de ce genre de mission par rapport aux autres élèves. Voilà. Merci. Catherine et Dave. No, they're not stigmatized. They're like heroes. Like I said, in that primary school, when we said goodbye to the 20 that we trained that year and asked the same year group, the new year group, we're looking for mediators. Who wants to be a mediator? The whole year group put their hands up because they'd used the service and they actually think it's cool and they think mediators are cool. So, no, and plus we supervise primary school and secondary school. So no, it's good to be a mediator, but I guess you guys know that, don't you? Bon, on va conclure parce que nous avons commencé avec 10 minutes de retard, donc nous sommes malgré tout dans les temps. J'aimerais vous remercier tous les 5 et remercier également Férouz qui nous regardera au plus vite puisque c'est enregistré. Grâce à vos témoignages, nous avons pu croiser 6 perspectives sur la médiation en milieu scolaire. Une perspective institutionnelle grâce à Catherine, et bien sûr, ce n'est pas limitatif. Personnel avec Férouz, interpersonnel avec Dave, groupal avec Joël, social avec Cédric et on va dire citoyenne avec Jean-Pierre.
Et grâce à cette croisée des regards et des formes de médiation à l'école, je crois que nous sommes désormais convaincus d'une chose. Le monde de la médiation a rencontré le monde de l'éducation. En France comme à l'étranger, nous assistons à ce qu'on pourrait appeler une révolution douce qui traverse le monde de l'éducation. Petit à petit, la relation prend doucement, mais j'espère sûrement, le pas sur les matières enseignées, la qualité de la communication sur l'excellence des résultats, l'accueil des émotions sur leur rejet et la pratique de l'écoute active et empathique sur l'exercice de l'autorité. Pour autant, à l'aube d'une troisième guerre mondiale annoncée par certains, est-ce suffisant pour promouvoir une véritable culture de paix et faire de nos enfants les futurs artisans de paix dont nous avons besoin? Marshall Rosenberg, le médiateur international et créateur de la communication non violente, nous avait avertis. Je le cite. « Si nous voulons la paix, il nous faudra éduquer d'une manière radicalement différente les prochaines générations. » Alors je m'adresse à vous, je m'adresse à nous. Nous, médiatrices et médiateurs, sommes-nous capables de radicalité? Sommes-nous capables d'aller à la racine des crises, des conflits et de la violence qui touchent l'école? En d'autres termes, sommes-nous capables d'affronter le chaos qui traverse l'école tout en nous interrogeant sur le système socio-politique et économique qui les génère? Pouvons-nous prétendre dépasser les crises, les conflits et la violence sans être conscients des logiques de pouvoir et de domination qui les nourrissent? Transformer en profondeur l'école. Quel beau projet. Maintenant, cela implique sans doute d'opérer des changements non pas seulement de niveau 1, c'est-à-dire à l'intérieur du système éducatif. Cela implique sans doute, pour transformer l'école en profondeur, d'opérer un changement de niveau 2, c'est-à-dire sur le système lui-même. Et pour conclure, paradoxalement, c'est peut-être en agissant non plus seulement en aval, c'est-à-dire au niveau de l'école, mais en amont, c'est-à-dire au niveau du politique, que nous réaliserons pleinement la révolution copernicienne que le président de la République appelle de ses vœux. Je vous remercie.